La mort peut contribuer au développement d'un village, d'une ville et même d'un pays. C'est cela que j'appelle l'industrie des obsèques. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo dans laquelle je parlais de la culture. J'expliquais ce qu'est la culture, je donnais quelques exemples et je montrais comment la culture africaine, si on la respectait, pouvait permettre de développer nos différents villages, nos villes et même nos pays africains. Dans cette vidéo, je vais prendre un exemple plus précis pour vous montrer comment le respect de notre culture peut permettre de développer nos villages, nos villes et même notre pays. Et je vais prendre l'exemple avec la région de l'ouest du Cameroun. Vous allez remarquer qu'à l'ouest du Cameroun, le respect de la culture est un aspect très important. Dans la plupart des villages et des groupements de l'ouest du Cameroun, il existe toujours cette structure pyramidale avec le chef du village, les notables et tout ce que vous pouvez imaginer sur le plan traditionnel. Il y a bien sûr plusieurs types de chefferies en fonction des degrés. Mais ce n'est pas ça le plus important. La culture traditionnelle africaine, y compris celle de l'ouest du Cameroun, comme c'est le cas dans toute l'Afrique d'ailleurs, consacre une importance fondamentale aux ancêtres. C'est pour ça que vous allez parfois entendre parler du culte des ancêtres, qui peut se décliner sous plusieurs formes différentes. Ça veut dire que nos ancêtres, surtout les ancêtres méritants, j'ai déjà rédigé un article sur les ancêtres méritants dont je vous invite à lire cet article-là, parce que ce ne sont pas tous les ancêtres qui sont honorés d'une certaine façon. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certaines personnes qui, durant leur vie, n'ont foutu que du bordel, et ces personnes ne pourraient donc pas devenir des ancêtres méritants. Donc il y a des critères pour permettre de définir qu'un ancêtre est un ancêtre méritant. Donc, la tradition africaine qui est pratiquée à l'ouest du Cameroun et dans plusieurs autres régions, c'est juste que dans cette vidéo, je me concentre sur l'ouest, consacre donc un respect très important à nos ancêtres méritants. Lorsqu'on parle d'ancêtres méritants, ça veut dire des personnes qui nous ont précédés, donc qui sont décédées. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'à l'ouest du Cameroun, nous consacrons une importance très fondamentale aux morts, aux personnes décédées. C'est tout un rituel. Et c'est ça donc que j'appelle l'industrie des obsèques. Parce que le simple fait de respecter nos ancêtres, de consacrer des cultes traditionnels pour honorer les morts, d'abord de toutes les natures, avant de pouvoir continuer d'honorer ceux qui étaient méritants, cela a un impact économique extrêmement puissant à l'ouest du Cameroun. Et je vais vous prendre quelques exemples. Si vous avez déjà visité l'ouest du Cameroun, la première remarque, c'est le fait que dans pratiquement tous les villages, il y a de belles maisons. Toutes les personnes qui ont déjà visité l'ouest du Cameroun vont remarquer cela. Si vous partez dans n'importe quel village, vous allez vous rendre compte qu'il y a de grandes maisons, de belles maisons, de grandes villas, parfois abandonnées. Hein. Ça veut dire que vous arrivez dans un village, il y a peut-être 20 villas, de très grosses villas luxueuses, plus luxueuses que ce que vous pouvez imaginer dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala. Et parfois ces villas sont abandonnées. Quand je dis abandonnées, ça veut dire que il n'y a pas une personne qui vit dans ces villas de manière permanente. Parfois, il y a juste un concierge qui est là. Il y a une personne qui est juste là pour faire le ménage, pour allumer, pour nettoyer, pour se rassurer que tout reste correct. Mais en fait, la villa en question n'est pas habitée de manière permanente. Je vais d'abord laisser et je vais continuer. Vous allez vous rendre compte aussi que dans plusieurs villages, il y a des projets de construction de routes qui ne sont pas toujours initiés par le gouvernement.
il y a plusieurs villages à l'ouest du Cameroun où la route n'a pas été construite par le gouvernement. Quand je dis n'a pas été construite par le gouvernement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des élites qui ont décidé de se mettre ensemble et de mettre en place un lobbying à travers des cotisations, à travers leur relationnel, à travers leur poste de responsabilité pour faire en sorte que la route puisse arriver dans leur village. Ou alors même qui parfois influencent le calendrier de construction de routes pour que la priorité soit mise dans leur village. Ça arrive aussi parfois. C'est ce que j'appelais le lobbying. C'est pareil pour le réseau électrique. Il y a certains villages qui ont de la lumière aujourd'hui grâce au comité de développement de certains villages et à certaines élites. C'est pareil pour l'eau, c'est pareil pour Internet, c'est pareil pour pratiquement tout. Maintenant, je vais revenir sur les maisons. Pourquoi est-ce qu'il y a de grandes maisons à l'ouest du Cameroun? C'est parce que, étant donné qu'on respecte beaucoup les morts, ça crée donc une industrie qui tourne autour des obsèques. Lorsqu'un ressortissant de l'ouest Cameroun se retrouve par exemple à Yaoundé ou à Douala ou au Canada ou aux États-Unis, la première question qu'il se pose c'est: moi je suis de l'ouest, je me retrouve au Canada, je suis un médecin au Canada, je suis un ingénieur en Allemagne, je suis un entrepreneur en France, mais sauf que je viens de l'ouest du Cameroun. Si un jour ma mère meurt, je serai obligé de rentrer au Cameroun, je serai obligé d'aller dans mon village. Et quand je vais aller dans mon village, je serai obligé d'inviter mes amis, d'inviter mes collègues pour venir pleurer ma mère avec moi. Pour pleurer ma mère, il y aura la mise en bière. En général, c'est le jeudi. Ensuite, il y aura la veillée avec corps, qui en général est toujours le jeudi soir. Ensuite, on va aller au village. Le jeudi, parfois très tard dans la nuit, ou le vendredi très tôt. Et quand on va arriver au village, on va passer le vendredi au village. On va passer le samedi au village pour les obsèques officielles. Parfois le dimanche, on va faire les funérailles. Je vais parler des funérailles dans une autre vidéo. Ça, c'est pour ceux qui décident de faire les funérailles directement. D'autres vont faire les funérailles quelques années après. Mais prenons seulement ces 3 jours. Et la personne se pose la question, mais mes amis, mes collègues là vont venir au village et ils vont dormir où? Ils vont venir au village avec leur voiture. Mais est-ce que leur voiture va pouvoir arriver dans ma maison? Ils vont venir au village et ils vont voir ma maison. Mais sauf que ma maison doit refléter qui je suis. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent chez moi au village et ils se posent la question, mais comment le gars, si c'était un chirurgien aux États-Unis, c'est un ingénieur en Allemagne, c'est un entrepreneur en France, c'est quelqu'un de très riche à Yaoundé, à Douala, mais quand on arrive au village, on n'arrive pas à trouver où dormir. Chez lui, c'est du n'importe quoi. Donc du coup, en préparation de ce type d'événement, chacun se prépare au village en construisant une grande maison. Ça, c'est la première raison. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être d'autres raisons prioritaires. Mais ça, c'est l'une des raisons primordiales. De se dire, si ma mère décède, il faudrait que quand les gens arrivent chez moi au village, ils puissent respecter. Parfois, sur Internet, les gens disent le proving, le demonstring, le Claudel Numbisiring. Et les gens rient. Non, le proving peut aussi permettre de développer un village. Sauf que là, c'est un proving basé sur la culture, basé sur nos traditions, basé sur le respect des morts et basé sur le culte de nos ancêtres. Donc, ces maisons, la plupart des fois, c'est pour prouver que je suis puissant. Donc, même dans mon village, je suis aussi puissant. Donc vous allez arriver au village le jour des obsèques de sa mère, le jour des obsèques de son père, le jour des funérailles de ses parents ou de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents. Vous allez arriver au village le jour où peut-être son frère est décédé ou même le jour où il est décédé lui-même. Et vous allez découvrir vraiment que dans son village, il a tout un domaine, toute une villa, ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais sauf que ça ne s'arrête pas à la maison. Quand il a fini de faire la maison, il faudrait que la maison soit accessible. Donc, il faut activer le lobbying pour que la route arrive au niveau de la maison. Au niveau de la maison, on ne va pas s'arrêter à la route. Il faudrait qu'il y ait de l'eau. Il va s'activer pour qu'il y ait un forage, pour qu'il y ait un puits,
pour que la société des eaux puisse faire en sorte que l'eau arrive au village. Il va se rassurer qu'il y a de l'électricité, il va mettre des panneaux solaires, il va mettre des groupes électrogènes. Il va se rassurer qu'au village, il y a toutes les commodités, il y a des chambres. D'autres vont se dire, comme ma chambre ou alors comme ma maison ne peut pas accueillir tout le monde, il faudrait quand même qu'il y ait un hôtel au village. Donc certains vont se mettre ensemble pour construire un hôtel au village. En fait, tout est basé sur la mort et sur les obsèques. C'est ça qui est en train de les pousser à faire ces investissements. Mais en fait, ça développe toute une industrie. Parce que pour construire les maisons en question, vous pensez que les maçons vont venir d'où? Les architectes vont venir d'où? Les ingénieurs vont venir d'où? En général, ils vont venir du village. Vous savez qu'on va contacter par exemple dans les communautés du village, est-ce qu'il y a des ingénieurs? C'est clair que s'il y en a qui ne sont pas compétents, certains vont chercher d'autres ingénieurs. Moi je connais des milliardaires de l'Ouest qui ont fait venir des ingénieurs de la Turquie, de la Chine, de la France, de partout à travers le monde. Mais la plupart des fois, même si les ingénieurs viennent de n'importe quel pays, il y aura des ouvriers qui viennent du village, des maçons, des menuisiers, ainsi de suite. Donc ce qui fait que ça développe donc une industrie qui tourne autour du BTP. Je ne veux pas parler des routes, je ne veux pas parler de la lumière, je ne veux pas parler des forages, je ne veux pas parler de toutes les autres dépenses qui tournent autour des obsèques. Prenons un autre aspect qui tourne toujours autour de l'industrie des obsèques. Pour venir aux obsèques, en général, voilà, on peut avoir 200 personnes, 300 personnes, parfois plus. Les 200 personnes vont parfois venir de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, ainsi de suite. Et ces personnes vont venir au village à travers des moyens de déplacement, de transport. C'est donc comme ça qu'ils vont investir dans le transport. Il y aura donc des agences de voyage. Il y aura donc parfois aussi même des stations-service qui appartiennent au village ou qui appartiennent à certaines élites. Parce que comme on a déjà notre agence de voyage, nous avons déjà 50 bus. Nous amenons les gens au village régulièrement pour les obsèques. Sauf qu'on ne va pas donner notre argent aux autres stations-service. On va créer nos propres stations-service au village et même en ville pour carburer toujours dans notre propre entreprise. Ça, c'est une autre entreprise qui est en train de se développer dans le domaine du transport et qui entre toujours dans la chaîne de valeur de l'industrie des obsèques. Je ne veux pas parler des danses parce que pendant les obsèques, il y a des gens qui dansent. Ça a un coût pendant les obsèques. Parfois, il y a des rites qu'on fait. Tout ça a un coût pendant les obsèques. Il y a des personnes qui vont venir creuser la tombe, il y a des personnes qui vont venir vendre de l'alcool, qui vont venir vendre à manger, il y a des services traiteurs qui vont tourner. C'est une industrie que vous ne pouvez même pas imaginer et qui a un impact économique extrêmement puissant dans ces villages-là. Voilà comment on utilise la mort, on utilise les obsèques pour développer un village. Et c'est le cas dans tous les villages de l'Ouest. C'est pour ça que vous allez toujours remarquer que le week-end, parfois même les prix pour arriver à l'Ouest sont plus élevés, notamment à partir du jeudi. Parce qu'on sait que entre le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est 4 jours à l'Ouest. C'est une effervescence et l'industrie des obsèques va toujours se développer parce que les gens vont toujours mourir. Est-ce que les gens vont arrêter de mourir? Depuis que je fais cette vidéo, il y a des gens déjà qui sont morts. On est déjà en train de faire le programme. Et ils vont continuer d'alimenter l'industrie des obsèques. Je n'ai même pas parlé du domaine vestimentaire parce que pendant les obsèques, en général, il y a un pagne qu'on utilise, il y a des tenues qu'on fait pour la famille, qu'on fait pour les enfants, qu'on fait pour la veuve. Je ne veux même pas parler de l'aspect mortuaire, c'est-à-dire que il faut la voiture pour amener le cercueil au village, il faut le cercueil, il faut habiller le corps. C'est une industrie que vous ne pouvez même pas imaginer parce que, figurez-vous, dans tous les villages de l'Ouest, c'est pareil tous les week-ends. Tous les week-ends, il y a des deuils. Donc, ce qui fait donc en sorte que ce simple aspect lié à la culture, lié au fait d'honorer les morts, lié au fait de pouvoir respecter nos traditions, pousse non seulement tous les ressortissants de l'Ouest à venir régulièrement dans leur village. Et comme ils savent qu'ils vont venir régulièrement dans leur village, ils souhaitent donc être à l'aise en étant au village et permettre à ceux qui vont venir au village d'être à l'aise. Ça les pousse donc à construire de grandes maisons, de grands hôtels,
de rendre les routes accessibles, de faire en sorte qu'il y ait de l'éclairage public, de faire en sorte qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, de faire en sorte qu'il y ait des écoles, de faire en sorte qu'il y ait toutes les commodités nécessaires qui permettent de pouvoir honorer leur mort de la meilleure des manières. Voilà juste un seul aspect de la culture qui entraîne un impact profond dans l'économie d'une communauté, d'un village, d'une région, et ça peut être pareil dans un pays. On peut le faire pour un pays, c'est tout à fait possible. On peut décider d'honorer chaque année les héros de notre pays. On peut décider que le Cameroun, par exemple, voilà les héros du Cameroun, voilà les héros du Burkina, voilà les héros du Mali, voilà les héros, je ne sais pas, de la Guinée-Bissau, ainsi de suite. On décide que chaque année, on va honorer ces héros-là. Donc, on est en train de pratiquer notre tradition qui consiste à honorer nos ancêtres méritants. On décide que tous les 15 décembre de l'année, on va honorer tel héros. Mais pour l'honorer, on va aller là où il est mort, par exemple. Lorsque les gens vont aller là où il est mort, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ça va développer le tourisme. Ça va développer l'offre hôtelière. Ça va développer l'attractivité de cette région. Ça va faire en sorte que les gens y arrivent, achètent des produits, dorment dans des hôtels, consomment, se déplacent, donc payent dans les agences de voyage pour y arriver. Et on le fait comme ça dans toutes les régions du Cameroun avec les héros. Parce que dans toutes les régions, il y a des héros. Il n'y a pas une région du Cameroun dans laquelle il n'y a pas de héros. Donc on peut le faire comme ça avec des dates cycliques. Ça fait en sorte que ce brassage-là va même pousser les Camerounais à plus s'aimer parce qu'ils vont plus se côtoyer. Ils vont plus nioxer, ils vont plus faire l'amour. Donc s'aimer. On ne s'aime pas parce qu'on ne se côtoie pas suffisamment, parce qu'on ne se fréquente pas assez, parce qu'on ne pratique pas notre culture qui prône la communauté, le fait de faire des choses ensemble. Imaginez si on le faisait. On définissait que voilà les principales tours ou alors les principaux monts qu'on a au Cameroun. Et chaque tel jour de l'année, on va aller visiter tel mont. Au lieu d'aller à Israël, par exemple, on va sur tel mont. Et lorsqu'on va sur ce mont-là, ça va développer le tourisme de cette région. Et en plus, c'est chaque année. Et en plus, ça va pousser les gens à venir à l'international. On pourrait financer aussi les médias qui vont vulgariser cela. On pourrait financer des photographes, financer des vidéastes qui vont faire des reportages extraordinaires dessus, des documentaires, des films, des séries, pour projeter cette image magnifique aux yeux du monde et pousser les gens qui vont quitter New York pour venir visiter nos monts ici, comme nous quittons pour aller visiter la ferraille en France, qu'ils appellent la Tour Eiffel. C'est la même chose en fait. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? En fait, pour le faire, il faut qu'on respecte notre tradition, qu'on respecte notre culture, qu'on valorise ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre culture et nos traditions. Donc, la culture, c'est un aspect qui est fondamental, qui joue un rôle primordial sur le plan économique. Je pourrais développer davantage, mais je ne voudrais pas que la vidéo soit très longue. Et comprendre cet aspect peut permettre de débloquer un ensemble de situations. Dans une autre vidéo, j'ai parlé de l'aspect culturel sur le plan entrepreneurial. Ça veut dire tous les jours on parle d'entrepreneuriat, on parle de créer des marques, de lancer des business, mais il y a une dimension culturelle, il y a une dimension traditionnelle sur le plan business. Non seulement pour être original, non seulement pour devenir plus résilient, mais surtout pour pouvoir être plus compétitif en utilisant ce que nous avons et que les autres ne pourront jamais avoir, c'est-à-dire notre identité et notre culture. Tant qu'on va vouloir puiser dans la culture des autres pour concurrencer les autres, on sera toujours les esclaves des autres parce que nous sommes en train de puiser dans les ingrédients qui correspondent à leur identité en laissant les ingrédients de notre identité que eux ils n'ont pas. Pourtant, c'est ça qui nous permet d'être différents, original et spécial. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle chronique dans laquelle nous allons continuer de parler de la culture et de la tradition. À très bientôt, depuis Fotuni dans le Honkam. Bienvenue dans notre boutique pour la commande de vos chaussures de luxe. Tout commence par la conception du modèle et la création du patron. Les designers créent des croquis détaillés et des patrons qui serviront de guide tout au long du processus de fabrication.
Maintenant que les matériaux sont prêts, les artisans procèdent à la découpure des différentes pièces qui composeront la chaussure. Une fois les pièces découpées, l'assemblage des chaussures peut commencer. Chaque couture est réalisée avec précision en veillant à ce que les différentes parties de la chaussure s'ajustent parfaitement. Les semelles sont une partie essentielle de la chaussure. Elles sont fixées avec soin à l'aide de techniques de collage ou de couture selon le style et le design spécifique. Une fois l'assemblage terminé, les chaussures passent à une étape de finition minutieuse. Et voilà, les chaussures de luxe sont maintenant prêtes à être appréciées par des amateurs de belles chaussures. Ce processus de fabrication artisanale, avec son attention méticuleuse aux détails et son utilisation de matériaux de haute qualité, donne vie à des œuvres d'art pour vos pieds et fait de vous des leaders exceptionnels. Cette chaussure vous procure une confiance nouvelle, une assurance qui émane de la certitude de posséder un chef-d'œuvre personnalisé. Bénéficiez d'une remise exceptionnelle de 10% sur toutes nos chaussures confectionnées avec passion et savoir-faire. Contactez notre équipe dévouée, professionnelle et à l'écoute dans notre boutique SM au centre commercial Place en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Nous serons ravis de prendre soin de vous.